Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de Regard social sur Equinox de télévision. C'est un enfant âgé d'environ 6 ans qui a presque perdu l'usage de sa jambe gauche il y a environ 6 mois. Des sources révèlent que c'est à la suite d'un paludisme qui aurait entraîné la chute de l'enfant du lit vers le sol que tout a débuté. Ce soir, nous tentons de comprendre les vraies causes même de ce mal qui le traumatise depuis quelques semaines. Et c'est avec, bien entendu, l'expertise de nos invités qui seront là en seconde partie, comme vous le savez, pour explorer ce qui gêne notamment cet enfant. Mais avant cela, vous aurez droit à quelques témoignages, des témoignages notamment de sa maman et aussi tout un reportage qui vous présentera la situation dans laquelle vit cette petite famille et surtout l'environnement même qui laisse à désirer. Et juste après, nous allons également accueillir Irène Tembe pour quelques cas qui sont déjà passés sur ces antennes. Un programme que je vous invite à suivre de bout en bout et vous n'allez pas rater les bons moments même de cette émission Regard social. Bienvenue à tous. Je voulais annoncer, elle est donc avec nous, c'est une maman, Odile Yossa. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur. Voilà, vous êtes âgé de 25 ans. Vous avez 2 enfants déjà et c'est votre premier garçon qui est malade, le petit Lévis Evan, voilà, il est âgé de 6 ans également. Oui. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ça a commencé par un palu. Un lundi, quand il rentrait de l'école, son corps faisait bizarre. Il me dit que maman, j'ai mal aux pieds. Il commençait à boiter. Je lui ai porté derrière le dos, arrivé à la maison avec lui. Le lundi, mardi, le lundi nuit, ça n'allait pas. Il a chuté dans la nuit de lundi. Mardi matin, je l'ai amené à l'hôpital de Bandia. En arrivant là-bas, on lui a placé la perfusion et le docteur m'a fait comprendre qu'il avait un début de méningite. On était toujours là, en train de prendre soin de lui. Une nuit maintenant, comme il était seul sur son lit et moi j'ai pris un autre lit avec l'enfant. Il est quitté du lit, il est tombé. C'est là, le lendemain, quand je voulais l'essuyer, que j'ai vu que son pied commençait à enfler. Je suis allée aviser au docteur. Eux-mêmes, ils sont venus voir et ils ont demandé d'attendre. Peut-être ça peut être qu'on a seulement injecté avant que ça gonfle comme ça. Mais à fur et à mesure que les jours passaient, ça ne faisait que enfler. Je n'avais pas de l'argent. On a toujours cotisé, toujours là-bas à l'hôpital. On m'a donné. Je suis allée faire la radio avec. Revenu avec la radio, on m'a fait comprendre qu'il n'y avait rien sur son pied. Déjà à l'hôpital, je ne parvenais pas à survivre avec mes 2 enfants parce que je n'avais plus d'argent. Bon, le docteur a signé le bon de sortie parce qu'il n'y avait plus l'argent pour continuer. Je suis rentrée à la maison avec Lewis. Ce n'était même pas facile pour nous parce que il n'y avait pas de gens à la maison pour lui laisser, pour aller chercher même de quoi manger. Nous sommes restés comme ça. La population de mon village a eu pitié de lui. Et a encore cotisé encore de l'argent et me donné. Je suis rentrée encore à l'hôpital avec. On n'a pas toujours trouvé de solution. D'accord. Alors, vous dites bien que c'est lorsque le bébé est resté seul dans la chambre qu'il est tombé? Oui, dans la chambre d'hôpital. On était ensemble dans la nuit. Je dormais aussi. Je dormais déjà. J'ai sursauté dans le sommeil avant de voir comme il était déjà tombé. Je me suis réveillée et je lui ai porté, je lui ai mis sur le lit. Oui. Et on n'a rien vu? Pas de fracture? Pas de fracture. Sur la radio, il n'y avait rien.
quand je fais la radio. Mais simplement son pied A commencé à enfler comme ça. prenait du volume. Et jusqu'ici, rien n'a changé. Vous êtes encore allé où? Ça fait peut-être 2 mois. Le derrière ta cuisse, le derrière là, ça a commencé à former comme une boule, comme l'abcès. Et ça s'est percé. Ça a commencé à sointer. Je me suis dit que, parce que je suis allée dans un hôpital d'à côté, on m'a dit que ça pouvait être l'abcès interne. Mais pour finir, ça s'est même percé comme ça, en pensant que ça devait diminuer. Son pied est toujours comme ça, il ne marche pas depuis. Et qu'est-ce que vous avez fait à la suite de tout ça? Vous l'avez amené vous êtes resté à l'hôpital ou vous êtes rentré à la maison? Nous sommes rentrés à la maison parce qu'il n'y avait pas de l'argent pour continuer à l'hôpital. Vous n'avez pas eu des tradipraticiens aussi? C'est ce que vous m'aviez dit? On a eu le tradipraticien. Le tradipraticien a fait sa part de travail sur ça. Jusqu'à là, ça n'a rien abouti. Alors, et vous dites que c'est son papa est où? Son papa est ici à Douala même. Qu'est-ce qu'il dit? Depuis sa naissance à l'âge de 2 semaines, il n'a pas reconnu l'enfant. Quand même l'enfant a eu ce problème, je l'ai appelé, il s'est enfouté. Il ne l'a pas reconnu? Ou alors il l'a reconnu et il ne s'occupe pas de lui? Il ne s'occupe pas de lui. Et il sait quand même que son fils est malade? Vous lui avez dit? Oui, il sait, je l'ai appelé. Je l'ai appelé. Qu'est-ce qu'il a dit à la suite de tout ça? Il n'a rien dit. Quand je l'appelle, il ne décroche. Même quand il voit que c'est mon numéro, il ne décroche pas. Quand j'étais à l'hôpital de Bandja, j'ai essayé de donner son numéro à les autres médecins qui l'ont appelé. Il a donné les fausses promesses. Commencez le travail sur mon fils. Je vais vous envoyer l'argent par votre téléphone. On a attendu 2 jours, 3 jours, il n'a pas envoyé. Et quand on l'a encore appelé, il n'a même plus décroché à son téléphone. D'accord. Alors, tout ça ne vous a pas empêché d'avoir le second enfant? Vous avez 2 enfants? Avant même sa maladie, j'avais déjà accouché celle-ci. Vous avez déjà 2 enfants. Et le papa de celui-ci? Le papa de celui-ci est là au village. Comme je vous ai dit, ses parents ne nous ont pas permis de rester ensemble. Et je ne peux pas dire, peut-être qu'il a compris que la bouche de ses parents, parce que même lui-même, il ne prend pas soin de celle-ci. Il m'a aussi abandonné aussi avec. Je souffre tout seul pour nourrir tous mes 2 enfants. D'accord, vous avez 2 enfants à votre charge. Et comment vous faites pour les nourrir? Surtout celui qui est malade. Qu'est-ce que vous mettez sur sa blessure? Comment vous gérez son mal? Il y a souvent, il reste là, il crie toujours dans les nuits. Il crie, maman, mon pied fait mal. Maman, mon pied fait mal. Je n'ai rien à lui donner. Je lui donne le para, souvent même les antibiotiques pour calmer sa douleur. Qui vous a conseillé les antibiotiques? Même déjà, quand je suis rentrée à l'hôpital de Bandja, on m'avait prescrit les antibiotiques que je devais lui donner pour calmer la douleur. Et ça a changé? Ça a calmé la douleur, mais le pied restait toujours enflé. Alors, ça fait 6 mois qu'il est donc dans cet état et rien ne change. Vous êtes allé à l'hôpital, vous êtes également allé vous êtes retourné à la maison faute de moyens. Faute de moyens. Et vous êtes allé rencontrer des tradipraticiens qui ont également exercé leur... ont pratiqué quelques actes sur lui, mais ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes venu à Regard Social pour tendre la main aux âmes de bonne volonté. Aujourd'hui, je suis venue à Regard Social pour demander aux hommes de bonne volonté de pouvoir bien m'aider avec mon fils. Parce que je suis vraiment dépassée. Je ne sais plus quoi faire. Je demande vraiment pardon. Vous pouvez parler aussi au papa de ces enfants qui vous regardent sans doute. Vous avez un message pour eux. Vous avez 2 enfants, 2 pères.
Vous êtes âgé de 25 ans. Vous avez au moins un message pour chaque papa de ses enfants. Le papa de Lewis d'abord. Vous lui dites quoi? Je dis au papa de Lewis que le bon Dieu ancre dans son cœur afin qu'il reconnaisse son enfant et qu'il prend soin de lui. Nous voici au regard social avec son enfant. Il est en train de nous voir. Même si on a eu n'importe quel problème, qu'il change, que le bon Dieu ancre dans son cœur et qu'il prend soin de son enfant. Et pour le second? Pour le second, c'est la même chose. Qu'il prend aussi soin de sa fille. Alors, vos parents sont où, à vous? Mes parents sont Vous êtes au ici. village, mais vos parents ne sont pas là-bas. Ils ne sont pas là-bas. Mes parents sont ici à Douala. Pourquoi vous ne vivez pas avec eux? J'ai vu que en étant à Douala avec mes 2 enfants, ça ne pouvait pas me laisser. Parce qu'au moins au village, j'ai quand même quelque chose à manger. Il y a la banane souvent que je peux me préparer aux enfants. Il y a souvent, je travaille même les petits boulots pour les faire manger. Et pourtant ici à Douala, moi je ne peux pas laisser un petit garçon comme ça qui est malade pour aller lui chercher de quoi manger. D'accord. Je rappelle que vous appelez Odile Yossa et que vous avez votre fils Lewis et Evan qui est âgé de 6 ans. Il est malade. Il souffre depuis 6 mois carrément. Vous êtes venu à Regard Social tendre la main aux âmes de bonne volonté pour vous soutenir. Peut-être vous trouver un emploi, sans doute. Ou alors une activité qui vous permettra de pouvoir garder ses enfants aussi. Oui. Merci d'être venu, merci également. Je voudrais vous inviter à suivre le reportage qui a été réalisé dans son environnement immédiat, l'environnement de cette petite famille qui vit carrément au village. C'est un reportage qui a été réalisé avec la caméra de Andy Gagnou, sous la houlette bien entendu de Danny Warren II et l'écriture de ce texte de Cédric. Et aussi, c'est même pas moi, ni peut-être sa mère qui allait chez le décès, c'est quelqu'un qui allait chercher ses problèmes. Bon, peut-être chercher son problème. Lui, de là, il a dit aussi, il y a un fils dans mon quartier là, comment c'est comme ça? Il a dit, ah, ton fils là, c'est grave. C'est le venin de serpent qui est sur son pied comme ça. La personne a demandé que est-ce que le serpent lui a dit non, c'est pas mystique. Que le serpent avalait le pied de l'enfant. Dès lors, la famille du petit Lévique va tout mettre en œuvre pour apporter la guérison au garçon. Pour cette raison que le peu d'argent qu'on a fait, on a d'abord commencé par l'indigène. Bon, maintenant, quand la personne, bon, le tradition, quand elle a fini de faire son truc, il a dit, bon, maintenant, vous pouvez l'amener à l'hôpital. Bon, ça sointait, ça lui faisait très mal. On ne dormait même pas. Et ça formait comme la serre. Et après, ça s'est payé. Ça sointait. Faisait n'importe comment ça sointait. C'est depuis le jour-là qu'on lui a amené chez le guérisseur. Là, comme bon. Peut-être ça fait pratiquement peut-être un mois. Il a fait dire bon, maintenant vous pouvez l'amener à l'hôpital. Vraiment, il ne pouvait pas travailler, mais il fallait qu'il sorte d'abord soit le venin du serpent mystique là. Sur ça avant qu'on l'amène à l'hôpital parce qu'il a dit que étant déjà à l'hôpital, sans faire ça, ça ne pouvait pas aller. Faute de moyens, le jeune garçon continue de se traîner à 4 pattes.
sous le regard impuissant des membres de sa famille. Oui, c'est les moyens qui sont réduits, son sang devait déjà l'amener à l'hôpital. Comme ça arrêtait de soigner là, parce que comme il partait là-bas, il rampait toujours, comme vous l'avez vu tout à l'heure, il rampait toujours. Bon, maintenant, le changement, c'est seulement comme ça ne soigne plus là, à mon avis. Comme ça ne soigne plus. Sa famille, comme toutes celles de la bourgade villageoise, vit exclusivement de l'agriculture. Constater là, comme vous avez le palmier sur la cour, là, c'est de ça au vivant. Quand peut-être on n'a pas assez de palmiers aussi. C'est des petits trucs qu'on fait comme ça pour manger et non même pas pour vendre. Et après on concasse aussi les palmiers là. Depuis la survenue du mal de leur enfant, tout est aux arrêts. Le jeune garçon a même dû mettre un terme à sa scolarité. Même laisser pour aller chercher même n'importe quoi. Il part au champ, je n'ai personne pour lui laisser. Je suis là comme ça, je n'ai rien, même aller au champ. Je n'ai plus le temps pour aller. Ça me dépasse même. Même aller même à l'école comme il partait. Il ne part même plus. Je reste à la maison avec lui. Le jour que je vois quelqu'un, je lui laisse aller pour aller me chercher même la banane pour venir. Et voilà le quotidien de cette petite famille qui vit pratiquement sous le seuil de pauvreté. Vous l'avez constaté vous-même à travers ces images. Et avec nous sur ce plateau, nos experts qui vont davantage nous permettre de comprendre de quoi il est véritablement question. Docteur Taparoji, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Flavien, bonsoir à tous les panélistes et bonsoir à tous les téléspectateurs de Regard Social. Merci d'avoir accepté cette autre invitation. Vous êtes médecin de santé publique, ancien responsable des structures sanitaires publiques également et spécialiste de la médecine alternative. Absolument. Voilà, merci d'être là. Merci. Vous avez regardé le reportage, vous avez également secoué la tête un moment, c'était pour dire quoi en regardant cet enfant? C'est avec beaucoup de pincement au cœur parce que voir un enfant à la fleur de l'âge aller dans ce qu'il va là, c'est un peu choquant et du coup ça interpelle. Comment en est-on arrivé là et qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de là? En fait, c'est les préoccupations actuelles. D'accord, difficile. Merci d'être là ce soir. Et en face de vous, il y a docteur Racine, ou alors Yemi Racine. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Flavien, bonsoir à tous les panélistes, bonsoir également à tous les téléspectateurs et surtout à mes petits-enfants du Rezafib à Bipindi le Rodolphe. C'est-à-dire? J'ai eu à faire une consultation foraine là-bas et à voir cet enfant, ça me rappelle également des petits-enfants que j'ai eu à voir, toujours avec des pathologies comparables. Quoi. Un peu complexe aussi. Un peu complexe, ouais. Voilà, vous êtes également médecin généraliste, ancien directeur de l'hôpital Sébec de Bonabéry. Oui. Aujourd'hui, directeur médical dans la même structure sanitaire. Oui. Oui, c'est une... on va dire quoi c'est une sorte d'avancée ou de recul? Je ne dirais ni avancée ni recul. J'ai fait mon temps, j'ai laissé la place à quelqu'un d'autre, mais je pense qu'au vu de ma notoriété, parce que je suis le plus vieux médecin, le plus vieux cadre de la boîte, donc au vu peut-être de mon expérience, on m'a demandé de coacher mon jeune confrère. Voilà, donc c'est vous qui êtes, vous coiffez les autres médecins de toute façon, c'est d'orienter le travail au quotidien. Bien entendu, sur le plan médical. Sur le plan médical. Alors vous avez également regardé, c'est vrai que cet enfant vous rappelle ce que vous avez tout au moins consulté à Bipindi le Rodolphe. Oui. Et aujourd'hui, c'est un enfant qui vit carrément dans des conditions difficiles, on le voit bien à travers le reportage. Oui, c'est un enfant qui vit dans des conditions difficiles. Alors, il faut bien savoir comment est-ce qu'il en est arrivé à ce point. Pourquoi est-ce
Pourquoi est-ce qu'il a perdu sa motricité? Et bien entendu, qu'est-ce que nous devons faire? Je pense que c'est la raison pour laquelle nous sommes là, pour essayer un peu de lever le point, n'est-ce pas, trouver des solutions qui puissent faire à ce que ce petit qui n'a rien demandé, qui n'a rien fait pour être comme ça, puisse retrouver, n'est-ce pas, toute la joie de vivre. D'accord. Merci d'être là également ce soir pour nous accompagner dans cet exercice de tous les jeudis soirs sur Equinox, c'est-à-dire accompagner les âmes sensibles. Et également avec nous ce soir, Dr Nana Ndankou Olivier. Bonsoir. Bonsoir Flavien. Et bienvenue. Vous êtes médecin, ancien chef de service des urgences à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yassa, ici même à Douala. Aujourd'hui, vous travaillez pour l'hôpital régional d'Idéa. Voilà, vous êtes parti d'Idéa pour assister à cette émission. Et surtout, en regardant cet enfant, je vous ai vu faire des gestes comme si c'était un peu un cas que vous avez déjà vu ou alors que c'était nouveau pour vous. Flavien, ça me rappelle la situation très douloureuse de notre système de santé, la faiblesse de notre système de santé, parce qu'un enfant ailleurs de cet âge devait avoir déjà une sortie. Donc c'est difficile de voir des enfants à cet âge qui rampent au lieu d'aller jouer avec ses amis. C'est très douloureux. Ça, c'est une faiblesse de notre système et qu'il faut changer. D'accord, vous allez davantage nous expliquer cette faiblesse tout à l'heure. Le temps d'accueillir avec nous également Dr Ambé Maxwell Yanchou. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Flavien. Bonsoir. Vous êtes médecin généraliste également avec une expertise déjà un peu poussée en oncologie. Effectivement. Voilà, et c'est d'ailleurs votre quotidien, travailler avec des cas de cancer. Oui, bien sûr. Et là, vous allez peut-être nous dire de quoi il est question pour cet enfant aussi, que vous avez regardé avec beaucoup de pincements dans le cœur, j'imagine. Oui, effectivement, ça, ce sont des images qui causent beaucoup de pincements dans le cœur, comme vous le dites, parce que voir un enfant de son âge qui n'arrive pas à marcher, qui rampe sur 4 pattes, c'est pas facile. Normalement, un enfant de son âge, je me rappelle quand j'avais son âge, j'étais très vibrant, je jouais beaucoup. Je me faisais même souvent gronder par mes parents parce que je jouais, mais quand je vois que lui, il n'arrive pas à traverser cette étape, c'est vraiment, ça cause vraiment beaucoup de pincements dans le cœur. Bon, effectivement, c'est pour ça que nous sommes tous là pour essayer de décortiquer son cas, pour pouvoir trouver des solutions et pouvoir avancer. Vous êtes justement le Benjamin, en tout cas, des médecins sur ce plateau, et on voudrait avoir votre avis. Lorsque vous le regardez, vous vous dites qu'il peut s'agir de quoi? Bon, en le regardant avec un œil un peu d'oncologue, je vais dire. Je ne suis pas encore oncologue, bien sûr, mais avec l'œil de... Je vous le souhaite d'ailleurs. je me le souhaite aussi. Bon, avec l'œil avec un peu ma petite expérience en oncologie, je dirais à première vue que ça ressemble beaucoup à un sarcome. Ça ressemble beaucoup à un ostéosarcome à vue d'œil. Mais on ne peut pas vraiment conclure sur ça juste en le regardant. Ça serait pas possible. Généralement, les tumeurs ou les tuméfactions des membres comme ça peuvent être, le diagnostic exact ne peut être donné qu'après une série d'examens, c'est-à-dire l'examen d'abord radiologique, ensuite s'il y a suspicion de tumeur ou de néoplasie, il faudrait procéder à une biopsie pour pouvoir effectivement dire quel type de néoplasie il s'agit. Mais à première vue, c'est de ça que je pense. D'accord. Alors, docteur Nana Ndankou Olivier, si on s'en tient au récit de sa mère, la mère du petit, qui dit l'enfant souffrait du paludisme. Et pendant son séjour à l'hôpital, il est parti du lit la nuit, tombé, il a commencé à pleurer. Et c'est de là que le mal de la jambe a commencé. Oui, je pense que Flavien, ici, il y a probablement deux événements qui se succèdent. C'est-à-dire que l'événement du sepsis, c'est-à-dire le syndrome infectieux qui, d'emblée, on peut mettre dans le cadre soit d'un neuropaludisme, soit d'une méningite, parce que dans les antécédents, dans l'histoire de la maladie, il y a une notion de convulsion
a motivé, n'est-ce pas, la consultation à l'hôpital et qui a d'ailleurs motivé l'hospitalisation par le médecin qui a reçu l'enfant en premier. Donc, il est probable que ce sepsis, c'est-à-dire cette température qui s'est élevée et qui a fait convulser l'enfant, que ça eût été soit un neuropaludisme, soit une méningite, par exemple. Je crois, moi, que le phénomène de la jambe, de la cuisse est plutôt un second phénomène qui n'a rien à voir avec le sepsis, qui peut être, à mon avis, justement, un phénomène tumoral musculaire, par exemple, ou osseux lorsque on a exclu le phénomène musculaire. Mais ici, il faut regarder beaucoup plus, probablement une tumeur musculaire, si la radio osseuse est normale. D'accord. Alors, Dr Yemi, vous qui travaillez, je veux dire, pour des enfants depuis une vingtaine d'années aujourd'hui, est-ce que une simple chute peut créer une tumeur chez l'enfant? C'est vrai, l'enfant est parti du lit, il est tombé, parce qu'avant la chute, on ne ressentait pas ce qui lui est arrivé. Et c'est après la chute qu'on découvre qu'il a un problème au niveau de sa cuisse. Bon, situation un peu complexe, mais essayons un peu de remonter. Alors, c'est un petit enfant de 6 ans qui fait de la fièvre. Et je pense que cet enfant a fait de la fièvre pendant près de 4 jours et il y a eu des convulsions. Alors, il arrive à l'hôpital, on pense à un neuropaludisme ou à une méningite, une méningoencéphalite, parce que j'ai eu à voir le dossier. Alors, quel est le traitement qu'on a institué? Point d'interrogation. Alors, cet enfant, si par exemple on aurait utilisé des injections, lui a-t-on fait une injection au niveau de la cuisse? Parce qu'il y a certaines injections EM, c'est-à-dire intramusculaires. Lui aurait-on fait une injection au niveau de la cuisse? Point d'interrogation. Maintenant, lors de son sommeil, il quitte du lit pour tomber. Il est tombé par quoi? Est-ce par la tête? Est-ce par le genou? Point d'interrogation. Alors, à partir de là, on a maintenant commencé par investiguer. Le médecin doit chercher, poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et pour les accompagner à poser un diagnostic plus ou moins probant, faire des examens. À ce niveau, on a fait une radio qui n'a rien montré. Aucune lésion osseuse. Je pense que, naturellement, il y a un problème de moyens financiers. On devrait pousser, par exemple, pour faire une IRM ou alors un scanner d'abord. Parce que le scanner est moins coûteux par rapport à l'IRM. Mais à chaque cas, il y a quand même une spécificité. Soit un scanner, soit une IRM, quoi. Et l'avis du neurologue est assez important ici. Alors, sommes-nous, parce que là, on aurait dû parler peut-être d'une ostéomyélite, mais puisque la radio ne montre rien, est-ce une myosite? Point d'interrogation. Faut-il faire une ponction pour savoir, pour à peu près avoir une idée? Point d'interrogation. Donc là, il faut aller palier par palier. De prime abord, je ne pourrais pas me déclarer. Je dis, il peut avoir peut-être une myosite, est-ce peut-être un processus tumoral, ou alors même, y a-t-il eu une infection due aux soins? Si on lui a fait une injection au niveau de la cuisse, que c'était une mauvaise et que le personnel médical n'ait pas eu le soin de bien nettoyer le site de l'injection, ça peut également nous créer un problème. Donc là, il faut aller palier par palier. Très bien. Donc c'est un diagnostic approfondi qu'il faut poser pour savoir exactement qu'est-ce qui lui est arrivé. Et peut-être la mère qui dormait aussi, qui ne sait pas exactement, docteur Tapa, la maman qui ne savait pas à quel moment l'enfant est tombé, peut-être juste après la chute qu'il a commencé à pleurer et qu'elle s'est rendue compte. Elle était en plein sommeil également. Mais voilà qu'après avoir passé quelques temps à l'hôpital, selon le récit de sa mère, du coup, la famille rentre à la maison, faute de moyens financiers, mais se retrouve chez un tradipraticien qui continue également, qui fait son travail, mais jusque-là, rien ne change. Ça fait 6 mois, tel que vous voyez,
le pied de l'enfant ou la cuisse de l'enfant ne cesse de prendre du volume. Oui, effectivement, ça remet sur la table l'éternel problème du système de santé chez nous. Il ne faut pas perdre de vue qu'on a un gros problème dans la méthode de prise en charge chez nous. Vous allez voir, selon l'organisation même des soins dans les hôpitaux, il est toujours inadmissible aujourd'hui que dans un système qui n'a pas d'assurance maladie, il n'y ait pas un service d'indigence dans les hôpitaux. Ça, il faut qu'on le relève. Il y a des choses qui relèvent de la santé publique ici qu'il ne faut pas passer de côté. Dans un hôpital public, même privé, à une certaine limite, dans un pays où il n'y a pas l'assurance maladie, il devait avoir un service d'indigence. Ceci dit, je veux dire, l'hôpital n'est pas obligé de porter tous les frais, mais l'hôpital peut adresser le cas pour chercher de l'aide à la place des patients. C'est-à-dire qu'on ne renverrait pas un enfant comme ça au quartier pour aller se débrouiller chez le tradit praticien, mais l'hôpital aurait des canaux pour dire on a un cas de tel ici, est-ce que quelqu'un peut aider? Dans un pays où on cherche les voies de recours, moi je crois que c'est indispensable. Parce qu'on a fait un système chez nous tel que tout paraît impossible. L'argent est très rare. On retient les gens qui ont accouché à l'hôpital à cause de l'argent. On retient. Là, on ne comprend plus à la fin à quoi sert l'argent. Parce que la finalité de l'argent chez nous, on ne comprend plus. Ça, il faut le dire. L'argent devait servir à sauver des vies, à couvrir les populations et à donner le sourire. Pas à créer des misères un peu partout. Je dis, on continue à voir de nos jours les femmes qu'on séquestre à l'hôpital parce qu'elles ont accouché. Vous pouvez comprendre ça dans un système où tout le monde paye les impôts, c'est pas possible. Où tout le monde est contribuable, c'est pas possible. Donc ça repose sur la table le problème de santé publique, la prise en charge des populations en matière de santé. Et ça, je l'ai toujours dit, tant qu'on n'a pas fait un système de santé qui est propre et qui tient en compte les réalités locales, tant qu'on écoute les gens qui viennent avec des théories, qui viennent d'ailleurs, nous dire, voilà, occupez-vous du planning familial aujourd'hui, demain c'est le sida, aujourd'hui c'est le corona, on ne peut pas suivre les gens dans un système comme celui-ci. Il s'agit de mettre un système qui prend en compte les réalités environnementales. Et on va cesser de voir des trucs comme ça. D'accord, alors ici c'est l'hôpital de Banja par exemple qui accueille l'enfant pour la toute première fois. Il aurait fallu que le médecin chef de cet hôpital donne l'ordre pour qu'on prenne en charge cet enfant. Absolument, il aurait pu demander, recourir à de l'aide. C'est pour ça qu'il y a, quand vous prenez les structures administratives, allons très simple, à Banja, il y a sûrement un sous-préfet ou un préfet qui est le chef de la ville, il y a un maire, il faut bien qu'on se dise des choses, il y a un maire qui est le patron de la ville. Il y a des gens qui sont censés être, ils ne sont pas là seulement pour réprimander les populations, ils sont là aussi pour résoudre les problèmes aigus qui se posent. S'il y a un système en place qui permet l'alerte, on dit on a un système d'indigence à l'hôpital, les gens n'attendent même pas les cas pour cotiser ou bien pour aider dans un service, c'est possible. C'est possible. Donc, ce n'est pas un problème du médecin chef de l'hôpital, ce n'est pas un problème du préfet, ce n'est pas un problème du maire. C'est un problème global. C'est pour ça que je parle du système de santé. Le système de santé, c'est assez complexe. Vous devez impliquer toutes les parties vivantes de la population pour que ça prenne un sens. Donc, si c'est le médecin-chef, il est limité. Il est limité. Et encore là, on se demande toujours, jusqu'aujourd'hui, par quelle pirouette les hôpitaux publics n'ont pas un service d'indigence. Ça, je n'arrive pas à comprendre. Et vous êtes d'ailleurs un ancien de ces hôpitaux publics. À votre époque, il y en avait? Il n'y en avait pas et on a toujours décrié parce que vous ne pouvez pas comprendre qu'il y ait des recettes dans un hôpital, il n'y a pas un service d'indigence. Quand vous prenez même les sociétés privées, il y a ce qu'on appelle les frais généraux. C'est-à-dire qu'il y a la caisse de secours, la caisse d'amortissement, les trucs comme ça. Comment un hôpital qui fait des recettes, qui est géré régulièrement, ne peut pas avoir une petite caisse de secours pour les indigents? On va me dire que non, c'est difficile de déterminer que tel est indigent. Non, si vous avez structuré, ça se dessine seul. Un enfant comme ça, on vient de faire le reportage sur la famille. Vous avez besoin qu'on vous prouve qu'ils sont indigents. L'environnement démontre qu'il est, c'est clair, un enfant aux indigent. yeux de tout le monde. Voilà. Docteur Ambi, ce sont des cas que vous rencontrez puisque vous travaillez dans ce milieu-là. Vous avez parlé de tumeurs quelque part aussi. Oui, c'est encore
à revoir, après notamment des examens. Effectivement, c'est encore à revoir. C'est vrai, j'ai évoqué la tumeur, mais ça, c'est juste c'est une première impression, une impression à vue d'œil. Naturellement, il faudrait toujours réévaluer le jeune garçon. Il faudrait qu'il se fasse consulter, qu'il suive toutes ces étapes, les étapes diagnostiques. Il faudrait qu'on reprenne, je pense qu'il faudrait même qu'on reprenne sa consultation dès le départ. Parce que là, la consultation qu'il a d'abord eue, comme le docteur l'a si bien dit, était enclavée d'abord par le sepsis qu'il avait. Donc, à cette époque, on se basait plus sur le sepsis pour poser son diagnostic. Mais là, maintenant, avec un recul de plusieurs mois, voire environ 5 mois, la tumeur persiste. Je crois que le syndrome infectieux a déjà été résolu. Il n'a plus les fièvres. Donc là, il faudrait qu'on reprenne à zéro, qu'on essaye de revoir qu'est-ce qu'effectivement qu'est-ce qu'il a au niveau de la jambe, qu'on reprenne avec une nouvelle perspective. D'accord. Donc, il faudrait qu'il se fasse reconsulter, peut-être par... Là, il lui faudra une approche pluridisciplinaire. Peut-être pas seulement par un spécialiste, par plusieurs spécialistes, qu'il y ait au moins toute une réunion de concertation pour pouvoir bien décortiquer ce cas, pouvoir avoir un diagnostic exact d'abord, avant de commencer à penser à une prise en charge. Alors, première chose, la maman retourne à la maison parce qu'elle dit n'avoir plus de moyens pour la prise en charge de cet enfant à l'hôpital. Et seconde chose, elle l'amène chez un tradipraticien. Est-ce que c'est le fait de l'avoir amené là-bas qui aurait aggravé la situation ou alors simplement parce qu'on n'a plus assuré la prise en charge? Bon, je ne peux pas me prononcer sur ce qui a été fait chez le tradipraticien parce que je n'étais pas là. Je ne sais pas exactement, je ne suis pas tradipraticien non plus, je ne sais pas par quelle méthode il procède. Mais une chose est sûre, c'est que le fait de n'avoir pas procédé avec le traitement, le suivi à l'hôpital, a joué un grand rôle dans l'évolution de sa pathologie. Parce que déjà à l'hôpital, même s'il n'y avait pas une évolution dès le départ, le fait qu'il est suivi dans un cadre hospitalier implique qu'à un moment donné, s'il n'y a pas d'évolution, on s'arrête, on se recadre, on commence à se poser des questions. Mais pourquoi cet enfant n'évolue pas malgré le traitement qu'on a déjà donné? Est-ce parce qu'il y a eu un problème au niveau du diagnostic? Est-ce parce qu'il y a eu une évolution vers une autre pathologie? Est-ce que notre jugement a été enclavé par un facteur ou un autre? Tant de questions à se poser. Donc, il fallait, le fait qu'il n'y a pas eu de suivi, qu'ils aient quitté l'hôpital, naturellement, a joué un grand rôle à favoriser une évolution, pas dans le bon sens, mais dans le mauvais sens de sa pathologie. Donc, effectivement, je pense que c'est dû au fait qu'ils ont quitté l'hôpital. Alors, docteur Nana, de votre posture de doyen, vous êtes quand même un doyen de la médecine au Cameroun. Voilà un cas, c'est une jeune fille de 25 ans qui a déjà 2 enfants. Deux enfants, le premier a 6 ans, le second doit avoir environ 2 ans. Elle vit seule au village, ses parents ne s'occupent pas de ces enfants-là, encore moins les papas de ses enfants, puisqu'elle a 2 enfants et 2 pères différents. C'est sur le plan psychologique, pour elle, c'est quand même choquant. C'est un gros traumatisme. Un gros traumatisme. Pour la mère, et pour les enfants, et pour la famille. Parce que moi, en tant que père, si je donne des filles, ça veut dire que ces filles aspirent demain à se marier, à me faire des petits-fils et à s'occuper de ces petits-fils à travers cette famille qu'elle aurait fondée. Alors, lorsque cette fille ne peut pas s'occuper de ses enfants, lorsqu'elle est handicapée sur ses déplacements, par le fait qu'elle ne peut pas aller chercher de la nourriture ou aller se débrouiller pour venir nourrir ses enfants, lorsque ces enfants voient les autres enfants qui sont heureux ou alors d'une manière ou d'une autre, qui ont quand même une joie de vivre le soir parce qu'ils jouent et que eux ils ne peuvent pas jouer, eux ils ne peuvent pas avoir le petit biscuit de la société, c'est très douloureux. Maintenant, je reviens aux parents de la fille. Les parents, quelle douleur on peut s'imaginer. Donc ça fait pratiquement un traumatisme
à 3 niveaux. Au niveau des parents, au niveau de la fille, au niveau des enfants qui n'ont pas de futur demain. Ça prouve et ça montre que notre société est désintégrée. Désintégrée parce qu'il est inadmissible qu'à cet âge, cet enfant ne soit pas soigné. Il est inadmissible qu'à cet âge, que cet enfant ne bénéficie pas au moins d'une référence par les premiers médecins qui l'ont pris en charge. Il est inadmissible que le système de santé ne puisse pas tenir compte des gravités et aider les gens. Les gens qui ont le VIH, puisque j'en suis un spécialiste des experts de VIH, ils sont aidés, ils ont des médicaments. Pourquoi ceux qui ont d'autres pathologies graves, qui demandent des dépenses énormes, ne sont pas aussi aidés? Et en plus, je vais dire plus pour dire ceci. Un pays qui ne regarde pas ses enfants, qui ne s'occupe pas des enfants, n'a pas d'avenir. Ça, c'est clair. Et encore ailleurs, là où les gens sont pauvres, les gens ont créé des fonds de l'enfance. Vous allez me dire créer d'autres fonds, la gestion, ainsi de suite. On peut le créer et faire une traçabilité. Nous pouvons créer le fonds de l'enfance camerounaise, où il y a une cagnotte, où les gens peuvent donner de l'argent et qu'il y ait une traçabilité. C'est possible, il y a des gens qui peuvent le faire, qui peuvent gérer, et que ce soit quelque chose d'un peu indépendant. Et que ces cas-ci, que ce soit des cas où on aide. Ce que vous faites déjà, vous, à Equinox, c'est aussi quelque part, c'est tellement salutaire. Parce que de partout, on aide les gens. Vous aidez à faire revoir le sourire. Donc notre système est désintégré, il faut le dire. Et dans un système où la prise en charge pédiatrique est intégrée, on n'a pas des enfants de cet âge avec ce genre de pathologie. Ça prouve une désintégration, ça prouve un désintérêt de nos, de nos responsables. Parce que le docteur Tapa a parlé de la mairie, il a parlé de la sous-préfecture, il a parlé de certaines structures qui peuvent quand même voir. Je crois qu'il était dit que dans les budgets des communes aussi, il y avait quelque chose qui pouvait revenir à la santé. Chaque commune a un service social. Par exemple, voilà. Bon, moi, j'ai eu, quand j'étais médecin à Makénéné, je peux quand même dire que le maire de Makénéné, paix à son âme, Monsieur Bosco, il m'avait donné quand même 4 infirmiers qu'il payait. C'était pas une grande paye, mais c'était quand même une aide à l'hôpital. Il faut que les autres maires puissent le faire, qu'ils puissent donner du personnel et qu'ils puissent un peu booster la prise en charge des malades. Et moi, je peux vous dire qu'en travaillant à Makénéné, où j'ai été 2 ans médecin-chef par intérim, je ramassais les fous en route et je les amenais à l'hôpital. J'ai dit des gens qui, au passage, parce que c'est une zone cosmopolite, je les amenais à l'hôpital et j'allais voir le maire. Et le maire, je les soignais et je faisais facture à la mairie. Et la mairie les soignait. Maintenant, dans en ce qui concerne l'indigent, c'est-à-dire en ce qui concerne la rubrique des indigents, je ne vois pas comment on peut c'est-à-dire exclure d'un hôpital, un enfant qui fait une méningo-encéphalite ou alors un neuropaludisme parce qu'il n'a pas de moyens. Je crois que vraiment c'est inadmissible. Il faut qu'on change. Il faut que la médecine retourne à la médecine de charité, pas de charité en termes de gratuité, mais une médecine proche de l'homme, une médecine qui tient compte, une médecine qui est là pour donner le sourire. Un pays qui ne s'occupe pas de ses enfants n'a pas d'avenir. Quand vous regardez les Européens, aujourd'hui, dans certains pays européens, quand vous avez un enfant, on vous donne 3 ans de congé de maternité, on vous paye. Et on dit encore que le père ou la mère peut prendre le congé de maternité. C'est-à-dire que si le salaire du père est le plus élevé, il va travailler, la mère reste en congé de maternité. Si le salaire de la mère est le plus élevé, la mère travaille et le père reste en congé de maternité pour s'occuper de l'enfant. Il faut qu'on arrive quand même, il faut qu'on triche quelque part à ce qui est mieux ailleurs. Et moi, je dis, dans un système de santé, il faut savoir que la prise en charge pédiatrique
est fondamentale. Est fondamentale. Donc, voilà. Alors, Dr Yemi, la prise en charge pédiatrique est fondamentale. Je répète parce que vous prenez la parole et surtout que vous travaillez beaucoup plus aux côtés des enfants depuis plusieurs années. Vous avez lâché un sourire tout à l'heure lorsqu'on a parlé du service social au niveau de la mairie. Vous vous souvenez quand même de votre passage à la mairie et que y avait-il un service social ou pas pour accompagner les étudiants? Alors là... c'est juste une parenthèse. Oui, après ma panéliste, là, ça va être un peu... Bon, service social, je pense que... il y a quand même un ministère des Affaires sociales au Cameroun. Bon, ne me demandez pas, mais il y a un ministère des Affaires sociales. Avant que je me tire une balle au pied, je pense qu'on a dû décaisser des fonds pour le Covid. Et au jour d'aujourd'hui, certaines pontes du pays sont en train de passer au TCS pour qu'ils s'expliquent l'utilisation de cet argent-là. Nous sommes des adultes et nous sommes assez intelligents pour comprendre là où est-ce que je voudrais en venir. Ceci étant, si nous allons dans les commissariats, nous allons trouver des services sociaux qui sont là pour multiples cas. Parlant de la mairie, bon, c'est vrai, c'est quelque chose que j'ai eu à gérer pendant 13 ans, mais j'ai lâché. Docteur Nana, il y a des mairies où le personnel y est avec 10 mois d'arriéré de salaire. Okay? Il y a des mairies où on trouve un personnel avec 10 mois d'arriéré de salaire. 1. De 2, qui est le maire? Quel est le niveau, je ne dirais pas le niveau social, non, quel est le niveau culturel du maire? Nous parlons de la décentralisation. Est-elle effective à ce jour? Point d'interrogation. Je reviens sur le cas de mon petit Lewis, parce que c'est pas politique, mais c'était une parenthèse, je le disais tout à l'heure. Donc, pour comprendre un peu le rôle du service social, la mairie. J'ai répondu. J'ai répondu. Pour revenir au problème, ou alors à la problématique qu'a posée le docteur Nana, Banja se trouve où? Que peut faire le médecin du district de Banja? Il a quels moyens? Il a quelles possibilités? Il a quelles armes pour pouvoir apporter une aide efficace et efficiente? Je pense que pour remonter, c'est un problème national. D'accord? Je pense avoir lu, il a référé cet enfant pour une meilleure prise en charge. À Banja, c'est d'ailleurs un effort remarquable qu'on ait fait une radio. Et j'ai vu, c'est pas n'importe quelle radio, hein, c'est... numérique. Pardon? C'est numérique. C'est une radio numérique, c'est déjà un pas pour un hôpital qui se trouve au niveau de Banja. Je reviens toujours. Cet enfant, parce que je voudrais vraiment que nous puissions lever le pan. Cet enfant a, comme disons, un œdème ou alors un abcès au niveau de la jambe. Mais en dehors de ça, nous avons vu comment cet enfant essaie de marcher. N'y a-t-il pas, parce qu'il y a plusieurs problèmes. Et docteur Ambé, là c'est bien dit, c'est un enfant qui, il faut un diagnostic pluridisciplinaire. Il va falloir qu'il y ait un un neurologue pédiatrique. Il va falloir qu'il y ait un pédotraumatologue. Il va falloir qu'il y ait un infectiologue. Parce qu'à ce jour, après 6 mois, si c'était une infection, y aurait-il de la fièvre? À mon avis, je ne pense pas. Il n'y aurait plus de la fièvre. Mais il y a toujours un œdème qui est là. Et nous voyons que l'enfant n'a pas, même s'il est à 4 pattes, nous avons vu, il marche quand même sur ses 2 pieds plus ou moins. Mais il a une déformation. Y a-t-il eu un pincement nerveux au moment où il est tombé? Point d'interrogation. C'est un enfant qui est récupérable, je pense. C'est un enfant qui est récupérable. On peut faire quelque chose pour lui. Mais il faut juste qu'on puisse lui donner des moyens d'investigation. Et je dis, je pense, sans risque de me tromper,
qu'à présent, l'un des examens qui puisse nous aider reste un scanner. Je parle quand même sous le contrôle du docteur Ambé, lui qui est quasi permanent avec les oncologues. Disons, avec ce type d'examen. Voilà. Pour revenir quant à l'aide, oui, il faut qu'il y ait des services sociaux dans différents hôpitaux. C'est un problème national, docteur Nana. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que je vais faire? Si aujourd'hui, on a débloqué de l'argent pour le Covid et que cet argent se retrouve à gauche et à droite, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Je n'en sais rien. Je reviens également très rapidement. Tout à l'heure, Flavien a posé le problème. Voilà une jeune dame de 25 ans qui soit avec 2 enfants sans père. Ça cause ce que nous appelons un trauma alors un psychotrauma. D'accord? Avant même que les grands-parents de cet enfant aient un traumatisme, c'est d'abord la mère même qui a un traumatisme et qui va également se déverser sur les enfants. Où sont les pères? Flavien, ils sont des brigands, ils sont des délinquants qu'il va falloir, il faut traquer et on peut le faire. Je pense qu'il y a des moyens, puisque le père du petit Lewis a donné son numéro de téléphone et il a dit aux confrères de commencer les soins, qu'il a envoyé quelque chose. Si on veut mettre la main sur lui, on le mettra, on le fera. Donc ce sont des gens qu'on doit chercher, les mettre en cellule, les fouetter. Excusez-moi d'utiliser un langage barbare terre à terre, mais il mérite une fessée nationale parce qu'il est... Si demain, souhaitons que cet enfant ait reçu des soins, n'est-ce pas, qu'il devienne demain ministre, ce père va surgir. C'est mon fils. C'est mon fils. C'est ma progéniture. Maintenant qu'il est en train de souffrir, c'est sûr qu'il est encore en train de faire une autre victime. Tout à fait. Ailleurs. Il est encore avec Notre-Dame, à qui il fait miroiter monts et merveilles. Si un enfant naît, ce que je parle avec un problème quasi pareil, qu'est-ce qu'il va faire? Il va également prendre la poudre d'escampette. Donc c'est un monsieur qu'on doit chercher. Et c'est aussi là où doit agir le service social. Ce n'est pas seulement de référer l'enfant, mais c'est sur tous les points où le service social doit agir. Il faut d'abord m'arrêter là pour ne pas... Docteur Tapa, vous l'avez compris, vous comprenez bien qu'il y a du travail. Il y a beaucoup de travail et on est tous unanimes. Si on prend ça comme des médecins, bon, il y a le diagnostic qui prend peut-être du temps, mais une fois qu'il y a le diagnostic, il faut traiter. Sinon, si on perd le temps dans le diagnostic, ça ne paye plus et c'est plus productif. Ce que je veux dire en fait, c'est que le problème de santé au Cameroun est connu. Moi, je suggérerais même qu'on oublie les termes service social, service machin, qui ont échoué, qui n'ont pas joué le rôle qu'ils étaient censés jouer par le passé. Et qu'on remette en place un système d'assistance digne de ce nom, qui prend en compte et les victimes, parce que le docteur Aimé a soulevé un problème très important, traquer les auteurs du crime. On ne peut pas laisser les voleurs se promener en corrigeant les fautes qu'ils ont commises. Il faut les traquer pour arrêter de multiplier les dégâts. Ça, c'est un aspect important. Donc, il est aujourd'hui question plus de refaire le système service social qu'on plantait partout, mais en fait, la productivité est nulle. C'est de remettre en place un système d'assistance avec un cahier de charges qui permet de savoir quels sont exactement les rôles qu'ils ont à jouer. Et parmi les rôles les plus primordiaux, c'est organiser la prise en charge des malades, éventuellement, et organiser la traque des perpétrateurs, comme les hommes qui font ces enfants. Le problème ici, c'est qu'on perd beaucoup de ressources quand on ne poursuit pas ces gens. Non seulement ils multiplient, comme le docteur l'a dit tout à l'heure, mais on pourrait, à un certain niveau, obtenir certaines ressources d'eux. C'est pour ça que dans certains pays, vous allez entendre parler du child support. Si vous ne voulez pas être malheureux aux États-Unis, ne faites pas un enfant. Vous allez mourir jusqu'à 18 ans, vous êtes mort. Tu travailles n'importe où, on va prélever, on ne te demande même pas. Le système est tellement fait pour ça. Donc, c'est un aspect important. En même temps qu'on aide à résoudre le crime, on combat le crime. Donc, le système aujourd'hui nécessite une réflexion un peu profonde et très simplifiée pour résoudre les problèmes courants. Ce n'est plus le service social. Vous ne savez même pas comment ça fonctionne, en fait.
excusez-moi, mais quand vous allez voir quelqu'un du service social, il va te poser le problème de moyens. Quand celui qui est responsable pose le problème de moyens, vous demandez-vous donc à partir de là où on va. Donc il faut des structures avec des cahiers de charges et des petits moyens pour pouvoir les assumer. Et je dis, sur le plan social, pour être réaliste, j'ai toujours parlé de la solidarité sociale. Vous n'avez pas besoin de connaître un enfant pour qu'il sourie. Vous n'avez pas besoin de connaître un voisin pour le saluer. Vous n'avez pas besoin d'être de la famille pour vous pencher sur le problème de quelqu'un. Donc, quand on est tous victimes, on n'attend pas comme si chacun attendait son tour à l'abattoir. Parce qu'au Cameroun, un peu, c'est ça maintenant. C'est-à-dire, tu vois l'autre partie et tu attends ton tour. On ne va pas attendre notre tour comme ça. Donc, il est temps qu'on s'organise pour essayer de voir, mais qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas quand même mourir de cette manière. Et qu'est-ce qu'on fait? Ça reste cette principale question aussi pour cet enfant qui a laissé l'école. Sait-on jamais, il serait certainement en train de préparer l'entrée en classe supérieure. Tout à fait. Les âmes de bonne volonté, maintenant qu'on l'a mis sur la table, devaient se manifester. Moi, je connais la largesse des Camerounais. Ça a été démontré sur plusieurs fronts, On a juste cette crise de confiance, que les gens comprennent que si je dis je vais aider cet enfant, que ce soit pour l'enfant et que ce soit utilisé sur l'enfant. Et je crois que maintenant qu'on a mis sur la table, ça me surprendrait que d'ici l'an prochain, ce soit la même situation. Ça me surprendrait beaucoup. Le tout, c'est qu'il faut que les gens se ressaisissent, qu'ils comprennent que c'est ensemble qu'on va y arriver. C'est ensemble qu'on va y arriver. Et il n'y a pas de super donateur, il n'y a pas de super contributeur. Le plus petit truc, ça va aider. Et il ne faut pas rester et imaginer que non, c'est trop petit, je ne donne pas. Il faut mettre la main à la pâte. Très bien. Alors, Dr Ambé, lorsqu'on regarde la cuisse de cet enfant, qui commence et qui a pratiquement, selon les dires de sa mère, qu'il y a une boule qui s'est formée comme un abcès et qui a fini par être percée et a laissé une blessure qui ne guérit pas jusque-là. Ce sont des signes, ce sont des manifestations d'une tumeur. Effectivement, les plaies qui ne guérissent pas peuvent parfois être des signes ou des symptômes des tumeurs cancéreuses, par exemple. Mais, vu la chronicité de son état, ça peut aussi être juste une ostéomélite comme le diagnostic qui a d'abord été posé. Parce que dans ce cas, on peut toujours avoir une fistule qui se forme. Bon, la fistule va se présenter naturellement sous une forme de plaie qui ne guérit pas. Une fistule, c'est une communication entre un espace interne du corps et l'espace externe, c'est-à-dire dans ce cas la peau. Donc là, on voit qu'il y a une fistule qui s'est formée, qui fait partie des complications naturelles d'une ostéomélite et qui peuvent aussi être une complication d'un processus tumoral. Donc là, juste sur la base de cette fistule, nous ne pouvons pas encore vraiment départager le cas. Nous ne pouvons pas vraiment dire si c'est une ostéomélite ou si c'est une tumeur bénigne, maligne. Nous ne pouvons pas encore le dire exactement à l'instant. Donc, comme Dr Yemi a dit tout à l'heure, il nous faudra vraiment cette approche pluridisciplinaire et un scanner serait la bienvenue dans un cas comme le sien pour pouvoir bien évaluer les tissus, la tumeur, la tuméfaction de cette jambe. C'est en fonction de ces bilans que nous pouvons commencer à avoir une meilleure idée de ce dont il souffre effectivement. Alors, docteur Dana, qu'est-ce que cet enfant ou alors son père ou sa mère devrait, puisque c'est avec sa mère qu'il vit, devrait faire dès demain? Quelle est la méthode? Quel est le processus? Dès demain, ça c'est revoir rapidement une consultation de pédiatrie. Et comme a dit mon jeune confrère, Dr Dr Ambé, c'est pluridisciplinaire. Ce que je voudrais complémenter, c'est que ici, il faut absolument voir si cette tuméfaction n'est pas une collection entre les foulards musculaires, ça c'est un. De deux, il faut aussi
l'anapathe. C'est-à-dire qu'il faut des prélèvements soit par cytoponction, soit par biopsie, faire des prélèvements qu'il faut et faire des coupes d'anapathe qu'il faut analyser. Donc, vraiment, cet enfant doit circuler. Il doit circuler entre spécialistes. Et les examens complémentaires seront capitaux pour le diagnostic final et afin de trouver une issue. Ce que je voulais encore ajouter, c'est que il faut déjà, même à la maison, déjà l'enseigner à ne pas marcher courbé. Parce que la déviation rachidienne, c'est-à-dire la déviation de la colonne vertébrale, est due au fait qu'il n'utilise qu'un pied. Le pied tuméfié, qui est la jambe, en fait le membre inférieur tuméfié, est impotent. C'est pour ça qu'il a tendance à ne s'arrêter que sur un pied. Et comme il ne peut pas sautiller sur le pied, il est obligé de ramper. Donc ce qu'on peut faire, c'est juste fabriquer, lui donner des petites béquilles, puisque les mains ne sont pas impotentes, les mains travaillent, et qu'il puisse arrêter ses béquilles et pouvoir sautiller, ça crée un peu, ça va améliorer sa qualité de vie, disons comme ça, qu'il ne soit pas, n'est-ce pas, dans une stéréotypie de rampage. Ça c'est très négatif pour son futur. C'est un enfant qui a un organisme grandissant, il peut très bien reprendre après, même si c'est une tumeur musculaire, on peut, n'est-ce pas, essayer de voir les muscles concernés, de les évacuer, même si c'est une ostéite avec fistule, on peut encore s'ossériser et puis faire guérir l'os, même si c'est une collection de pyomyosite entre les foulards musculaires, une autre échographie peut être faite pour localiser la collection entre les foulards et être vidée. Je crois qu'ici, vraiment, notre pays ne doit plus vivre ce genre de situation. Nous avons déjà un niveau médical assez élevé pour que des enfants de cet âge puissent être à la traîne. Oui, vraiment. Il faut que ça ne devrait plus nous arriver. Docteur Yemi, cet enfant devrait être pris en charge. C'est une prise en charge, comment dirais-je, qui nécessite une urgence, ou alors ça n'a pas encore traîné, puisque ça ne fait que 6 mois que cet enfant est dans cet état et la situation ne fait que s'aggraver. Ah, pas du tout, puisque Flavien, selon vos propos, vous êtes en train de bien dire que la situation est en train de s'aggraver. C'est une urgence, parce que plus il grandit, plus ça peut encore créer des complications. Donc c'est un enfant, docteur Ambela Bienti, je pense également que le docteur Nana l'a aussi relevé quelque part, c'est un enfant qui nécessite une consultation pluridisciplinaire et en urgence. Et en urgence. Donc, dès demain, il va falloir qu'il voie d'abord, au préalable, un pédiatre. Après que le pédiatre ait posé son impression diagnostique, il doit maintenant faire appel à d'autres confrères dont j'ai eu à citer tout à l'heure, par exemple un neuropédiatre, un pédotraumatologue, un infectiologue pour essayer un peu de voir ce qui se passe. Et pourquoi pas aussi un oncologue, voilà, pour qu'ensemble, qu'ils puissent donner leur... Et tout doit être fait, parce que c'est un enfant qui a besoin de vivre. Il faut le laisser là. Quand tu vas voir ses autres petits camarades, petits amis, il a envie de jouer, il a envie de sourire. Mais là, il est condamné. Pourquoi doit-il être condamné? Donc l'urgence est là. Ne serait-ce que de manière psychosociale, l'urgence est là. Et nous, je ne vais pas dire, nous devons faire très rapidement pour que cet enfant puisse retrouver son sourire. Donc tout est à rattraper, docteur Tapa. Parce qu'on voit son âge et bien entendu 6 mois après le début de la maladie, donc on peut tout rattraper et lui donner une vie normale. On peut tout rattraper au vu de son âge et l'urgence ici se porte parce qu'il y a un aspect qu'on ne soulève pas depuis, c'est l'aspect des carences chez cet enfant. C'est-à-dire qu'on voit les conditions dans lesquelles ils sont
élevé et comment il peut se nourrir, on comprend que c'est un enfant qui est aussi en proie à beaucoup de carences. Et ce n'est pas un avantage pour son état. Est-ce que la médecine alternative a sa place en ce moment? Une grande place. Oui. Une grande place parce qu'en fait, ici, vous pouvez apporter toutes les techniques. Si le corps n'est pas à mesure de réagir positivement au traitement que vous apportez, ça retarde. À la limite, ça empêche même le traitement. Si vous prenez un enfant qui a des carences, par exemple, sur des plans des nutriments, la cellule ne peut pas. Si vous prenez un enfant qui a été déshydraté depuis le début et qui n'a pas été remonté assez, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que la cellule échange. Hein, c'est ça, c'est bien l'eau qui tend la membrane pour permettre les échanges. Donc, il y a, sur le plan nutritionnel, un grand effort à faire pour cet enfant. Parce que l'organisme, à la fin, participe au combat que vous menez, quel que soit ce que vous donnez. Et pour que l'organisme participe, il faut lui donner les moyens de le faire. Là, dans ce cas, la médecine alternative va s'accentuer sur le style de vie de l'enfant. L'hydratation, la nutrition, les mouvements, hein, l'environnement social dans lequel il vit. Donc, il est difficile, en tout cas, pour l'instant, de voir que l'environnement pourrait changer ou peut changer parce que déjà, l'enfant vit au village avec sa mère qui n'a pas assez de moyens pour pouvoir prendre cet enfant en charge. Et n'a pas que cet enfant malade. C'est le seul enfant, elle a deux. Tout à fait. Il est évident que le problème de moyens ici se pose toujours. Mais aujourd'hui, la révolution, c'est qu'on apprend plus aux gens à vivre avec ce qu'ils ont, à leur dire ce dont ils ont besoin. C'est-à-dire que vous prenez, c'est pour ça que j'ai toujours dit, si vous prenez un régime diététique, vous dites à quelqu'un s'il faut manger le foie gras, le fromage, le pain complet, ce n'est pas réaliste. Vous ne savez même pas de quoi vous parlez en fait. Parce qu'aucun homme ne vit comme la machine. Tu vis dans ton environnement. Il s'agit aujourd'hui d'apprendre aux gens dans leur environnement à manger ce qu'ils ont, à vivre avec le peu sans se faire du mal. Hein? Je vous prends un exemple, il y a un mets populaire ici, le ndolé par exemple, qu'on mange beaucoup, hein, dans les restaurants comme dans les manifestations. Mais le ndolé en lui-même, c'est bien, c'est un légume. Mais allez voir comment on fait la cuisson. À la fin, on arrose avec l'huile raffinée, hein, qui rend tout ce que vous avez fait presque nul. C'est-à-dire que vous finissez un bon repas, vous mettez le poison au-dessus. Mais ça, c'est naïf. Donc, la nutrition, lui, c'est apprendre aux gens à comprendre que non, ce que vous faites, c'est bien, mais évitez peut-être de compléter de cette manière-ci. C'est la même chose chez un enfant comme ça. Dans son milieu, on peut leur apprendre à manger. Il y a beaucoup. Vous allez dans le milieu de cet enfant, je suis presque sûr, on jette des fruits, on jette des légumes, on jette des trucs. Et on n'a pas seulement appris à l'enfant que c'est ça qui est bien. On a appris à la mère que c'est le poisson, la viande. Tant que tu n'as pas ça dans ta nourriture, tu es un pauvre. Vous voyez un peu, donc le travail à faire ici est environnemental. Très bien. Alors, c'est dit qu'il faut des moyens financiers pour accompagner cette famille, notamment cet enfant, qui doit être pris en charge au plus vite pour éviter des conséquences. Oui, il faut des moyens financiers au plus vite, c'est vrai. Et je reviens sur ce qu'a dit le docteur Tapa. C'est un problème sur lequel il y a combien de nutritionnistes au Cameroun? Combien peuvent accepter aller se faire consulter chez un nutritionniste? Très peu. Très peu. C'est vrai. Et est-ce qu'on forme même des nutritionnistes au Cameroun? Je ne sais pas. C'est la débrouillardise. Voilà. Qui était là-dessus. Donc, est-ce que l'enfant qui est en ville vit mieux que celui qui est au village? Je ne crois pas. Pas nécessairement. Voilà. Il suffit que je mange mes feuilles de manioc sans sel avec le manioc, je suis bien. Il suffit que je mange mon mets d'arachide avec le plantain, je suis bien. Tout à fait. Il suffit que je mange mon plantain braisé avec l'huile de palme ou bien les prunes, je suis bien. Et donc, je retrouve tous les éléments. Aussi, je suis dans mon bien top. Voilà. Je mange d'un cuit, ou bien alors d'une diapché, par exemple. Quoi. Bon, alors pour revenir, Flavien, je pense que naturellement, après ce volet nutritionnel, il faut quand même des moyens financiers pour venir en aide à cet enfant. Absolument. D'accord? Parce que, hormis ce que j'ai eu à dire, docteur Ambela a ajouté, je pense que en tout cas tous mes confrères ont ajouté, hormis l'imagerie, n'est-ce pas, il faut également un bilan biologique. Parce que cette plaie, par exemple, parce qu'aujourd'hui c'est une plaie, c'est un peu une blessure, quoi, comme on dit, une plaie inguérissable.
prenons le basique de Terambé. Est-ce qu'on a fait une glycémie à cet enfant? Non, pas du tout. Nous savons que parfois ceux qui ont des plaies, n'est-ce pas, voyons, il y a des petits-enfants de cet âge font des hyperglycémies, font des diabètes. D'accord? Je dis comme ça. Non, c'est clair. Ils sont de faire un bilan biologique associé à l'imagerie, n'est-ce pas, avec les avis des uns et des autres. Mais bien entendu, il faut quand même qu'il y ait des finances. Tout à fait. Donc, D'accord. Alors, on va faire un dernier tour de table. Question de rappeler ce qu'il faut faire concrètement pour cet enfant, parce qu'il n'est pas venu ici par hasard. Il a besoin de soutien, et raison pour laquelle nous tendons en même temps que la famille la main à ceux qui nous regardent et qui aiment bien ou qui savent bien accompagner ceux qui sont en difficulté. Qu'est-ce qu'on devrait comprendre? Qu'est-ce qu'on doit retenir concrètement de cet enfant, Lévis, qui est venu, qui a été accompagné sur ce plateau par sa mère? On doit retenir que c'est un enfant à qui on doit donner toutes les chances. On doit retenir que cet enfant n'a pas le droit de ne pas être heureux. Et comme dit un adage, nul n'a le droit d'être heureux seul. On doit retenir que pour la prise en charge, ça demande rapidement des consultations de médecins spécialistes de pédiatrie, de neuropédiatrie, de chirurgie, d'orthopédie et de biologie, d'anatomopathologie. Donc tout cela nécessite également des examens complémentaires de radiologie, et ça va demander des finances. Alors, nous joignons, n'est-ce pas, à ceux des bonnes volontés pour demander que, ensemble, que nous venions à bout de la prise en charge de ce jeune Camerounais qui peut être un porteur de notre flambeau comme les autres demain, et que nous puissions l'aider à sortir de ce carcan qui l'handicape. D'accord, ça me rappelle l'histoire que vous racontez avant l'émission tout à l'heure, que vous aviez vu Ganou. Dans ses premiers pas, il est allé à l'école, et aujourd'hui, sans savoir qu'il serait champion. Et Fankam. Siankam. Oui, j'ai été médecin de l'hôpital de Makinéné quand le père de Siankam était maire de Makinéné. C'est d'ailleurs lui, c'est de lui que je parlais, père à son âme, qui était un bienfaiteur pour l'hôpital, qui avait donné des infirmiers. Et ce Siakam, qui était le fils du maire, il est devenu aujourd'hui un champion de la NBA. Et on allait avec son papa d'ailleurs lui rendre visite, je crois. D'accord, donc on ne sait jamais. On peut avoir un futur Samuel Eto'o ou alors un futur Roger Mila de cet enfant, dans le cas où il est soutenu par tout le monde, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on devrait retenir finalement, vous qui êtes beaucoup plus au cœur même de la prise en charge de cet enfant, puisque vous êtes au quotidien avec les cas de cancer et autres, vous avez parlé de tumeurs tout à l'heure, dans le cas où où tout cela est avéré après des examens. Bon, dans le cas où il serait avéré que ce soit un cancer, il y a d'abord l'un des principes de base avec les cancers, c'est que un diagnostic posé assez tôt permet d'emblée un bon pronostic. Donc cela renforce l'urgence, la nécessité d'un diagnostic urgent. Donc il faudrait d'abord effectivement qu'il y ait une consultation pluridisciplinaire urgente chez cet enfant. Ensuite, naturellement, dans le cas où il est avéré que ce soit un cancer, malheureusement, comme nous l'avons déjà vu avec les cas précédents, la prise en charge des cancers n'est pas donnée. La prise en charge des cancers est assez longue, éprouvante sur le plan non seulement financier, mais aussi psychologique. Donc, naturellement, nous appelons aux âmes de bonne volonté de bien vouloir soutenir cet enfant. Non seulement financièrement, mais aussi moralement, psychologiquement, les voisins, les amis, il faudrait au moins qu'ils arrivent à se rapprocher des parents ou des grands-parents de cet enfant ou de l'enfant en question, pour pouvoir leur remonter le moral, parce que la psychologie joue déjà un grand rôle. Mais là, la psychologie seule ne pourra pas guérir cet enfant, malheureusement. Tout à fait. Alors, j'ai insisté sur vous parce que vous travaillez pour une structure qui encadre ou qui prend en charge des cas de cancer aussi. Vous allez lui accorder un peu d'espace sur cet enfant? Bon, dans le cas où tout est avéré, qu'il s'agit de tumeur? Oui,
Bon, naturellement, je ne suis qu'un membre, je suis comme une personne dans toute l'organisation. Un maillon de la chaîne. Oui, un maillon de la chaîne, comme vous avez dit. Mais je pense pas que... Vous pourrez plaider pour Oui, je pense que je pourrais plaider. Je ne pense pas que notre administration y verra un grand inconvénient. À au moins, au moins, voir une consultation déjà. Ça, c'est une consultation déjà pour cet enfant. C'est une contribution aussi. C'est déjà une grande contribution. Maintenant, s'il s'avère effectivement que ce soit un cancer, je pense que je pourrais bien plaider auprès de la hiérarchie de notre centre, qui a déjà d'ailleurs eu à faire plusieurs actions de bonne volonté, surtout pour des jeunes de son âge. Actuellement, nous avons plusieurs cas qui sont suivis entièrement aux frais de la structure. Donc, s'il savait que ce soit un cancer, je plaiderais auprès de l'administration pour qu'ils puissent faire quelque chose pour lui. Docteur Ambé Maxwell Yancho, vous êtes médecin généraliste avec une expertise en oncologie. C'est pour ça que vous avez été invité à cette émission. Merci d'être venu. Merci beaucoup de m'avoir invité, Flavien. Voilà. Alors, docteur Tapa, on sort de l'émission, de cette partie en tout cas. Qu'est-ce qu'on devrait finalement comprendre? Il faut davantage soutenir cet enfant et lui apporter un soutien tel que on le sait très souvent avec le concours des hommes de bonne volonté. Oui, en fait, je voudrais profiter aussi pour mentionner qu'on ne crie pas dans le vent, parce que quand on évolue, on regarde un peu pour voir le chemin parcouru, on comprend que les Camerounais, c'est des gens de très bon cœur. Il faut voir, c'est-à-dire qu'il faut qu'on s'arrête par moment pour remercier ces âmes de bonne volonté, parce que c'est vraiment louable ce qu'on voit. Oui. C'est-à-dire quand on voit les cas qu'on a soldés, rien qu'à partir d'ici, on comprend que les Camerounais ont un élan de cœur. Et je ne peux que demander qu'ils continuent dans cette direction. Vous avez Moi, j'ai vécu à l'étranger et je vois les diasporas de beaucoup de pays. On a parfois pointé la diaspora camerounaise d'être individualiste et indifférente. Mais c'est une diaspora très solidaire qui fait des choses énormes. Et on les sollicite de rester eux-mêmes. Ils ne font pas pour quelqu'un, ils font pour le cœur. C'est un élan de cœur, il faut qu'ils continuent à le faire. On a du travail comme ils peuvent le voir. Les enfants comme ça ont besoin de notre sourire, ainsi de suite. Que les gens ne se lassent pas. On leur dit merci déjà pour ce qu'ils font, parce que ça, il faut relever le travail de titan que les gars à l'étranger abattent pour le Cameroun. Peut-être ça passe souvent inaperçu et on les sollicite. Ils contribuent énormément. On le rappelle d'ailleurs, Irène va nous rappeler quelques présents. Voilà, tout à fait. Et on les invite à garder ce cœur, à garder cet amour et continuer à soutenir. La même chose pour nous ici, comme je dis toujours, ce n'est pas la quantité qui va faire la différence ici. C'est d'être partie de l'équipe. Il faut se lever, il faut être partie de ce qui se passe. Il faut pouvoir demain dire, je n'avais pas beaucoup, mais j'avais quand même fait ceci. Et c'est ça l'esprit qu'on voudrait encourager. Et il faut que les gens prennent définitivement cet élan-là. Médecin de santé publique, ancien responsable des structures sanitaires publiques et spécialiste de la médecine alternative également. Tout à fait. Vous allez également contribuer pour... Absolument, je l'ai toujours fait, Flavien. Voilà. Merci beaucoup. C'est toujours avec le même plaisir. Merci bien. Alors, docteur Racine, Yemi Racine, ou Racine Yemi, de toute façon, c'est la même personne, vous qui êtes avec nous, qu'est-ce qu'on devrait comprendre pour retenir pour cet enfant? Bien, comme l'a si bien dit mon prédécesseur, je pense que j'ai vécu en plein les bienfaits, je dirais, de l'émission Regard social. Les Camerounais ont le cœur sur la main, ça il faut le reconnaître. Et comme on dit toujours, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et n'oublions pas, nous sommes tous des chrétiens, quoi qu'on dise. Dans la Bible, on dit « Laissez venir vers moi les petits enfants ». C'est très important. Je pense que cet enfant a besoin d'aide. Nous voyons des Camerounais là dehors, j'ai eu à le dire plusieurs fois, qui cassent des champagnes, qui montrent un peu leur snobisme avec... Les Camerounais veulent bien aider, mais parfois, c'est la destination et l'usage de certaines personnes
qui peut apporter leur découragement. J'ai pris d'exemple que nous le suivons dans les réseaux sociaux. Où est passé l'argent du Covid? Non, ça, je n'apprends rien au Cameroun. Où est passé l'argent du Covid? Quand on parle de VIH, c'est parce que le VIH a atteint un niveau mondial. C'est la raison pour laquelle il y a ONU, SIDA et autres, quoi. Mais puisque, bon, le paludisme, ce n'est qu'au Cameroun, en Afrique, ce n'est pas tout à fait ça, quoi. Mais quand la chose prend une ampleur mondiale, tout le monde y met la main. Mais alors, quand tout le monde voulait y mettre la main, où est passé l'argent du Covid? J'y reviens. Mais les Camerounais sont charitables. Ça, je l'ai vécu. Lorsque j'ai eu à sortir un cas, je pense, avec Flavien, comme une dame qui avait perdu ses 2 jambes percutée par une moto-taxi. Mais grâce à l'émission Regard Social, on a pu sortir cette femme-là de l'aubaine. Et elle est sur ses 2 jambes. C'est parce que je l'ai vécu dans mon hôpital propre. Quoi. Alors cet enfant-là, je pense que avec le concours de mon jeune confrère, Dr Ambe, on peut faire quelque chose. Et j'invite tous les Camerounais, que ce soit de la diaspora, que ce soit de n'importe où, vraiment d'apporter un coup de main à cet enfant. Aussi, Flavien, je reviens là-dessus, permettez-moi. Regard social, mais chercher également une voie pour traquer ces délinquants qui font des victimes comme ce petit enfant. Ça ne sert à rien de venir s'asseoir. Sinon, on les encourage. Ils vont faire des victimes. Regard social est là, il va s'en occuper. Je pense que quand on va traquer 1 ou 2 personnes, leur infliger une correction sévère et immémorable, ça pourra attirer l'attention des uns et des autres et essayer de les mettre sur le droit chemin. Donc, pour conclure, Dr Ambe, il faut essayer de voir avec tes aînés pour qu'il y ait une correction multidisciplinaire. Et avec le concours des âmes de bonne volonté, on pourra faire des examens d'imagerie biologique pour apporter, n'est-ce pas, du sourire à ce petit enfant qui n'a pas demandé à être tel qu'il est. Merci, Dr Yemi Racine. Vous êtes médecin généraliste, ancien directeur de l'hôpital Sébec à Bonabéli, actuel directeur médical de la même structure sanitaire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également, Dr Nana Ndankou Olivier. Voilà. Donc, vous êtes aussi médecin, il faut le rappeler, et ancien chef de service de l'hôpital, chef de service des urgences. Des urgences de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala, et spécialiste du VIH-Sida. Bien entendu. Et aussi en année de mémoire de médecine légale. En fait. Bien entendu. Donc, merci. Et vous êtes en ce moment à EDEA, l'hôpital régional d'EDEA. Merci d'être venu également sur ce plateau. Nous allons passer à autre chose et déjà vous rappeler que Irène Tembe sera sur ce plateau dans quelques secondes seulement, le temps de vous proposer ce cas social qui a déjà été présenté sur ces mêmes antennes et on saura qu'est-ce qu'il en est justement pour les moyens qui vont permettre sa prise en charge. Pas cher depuis plusieurs mois. Alors qu'elle tutoie la quarantaine, Marie-Madeleine Ngolet a vu sa vie basculer au lendemain de la mort de son époux. J'ai perdu mon mari en novembre 2019. C'est depuis le mois d'avril que j'ai commencé à sentir une boule ici au-dessus de mon nombril. Au point où je n'avais même pas l'argent en ce moment-là, comme je venais de perdre mon mari, je n'avais pas l'argent. Donc pour aller même à l'hôpital, c'était difficile pour moi, tellement difficile. Au quartier Tergal, à Douala, son lieu d'habitation, c'est une série de questions qui la traumatisent, notamment sur son état physique. Ses voisins ne cessent de la regarder autrement. Auparavant, les gens croyaient que vraiment elle était enceinte. Je me suis rapproché d'elle avant qu'elle m'a expliqué que non, ce n'est pas vraiment ce qu'on croit là. Là, elle a eu une maladie. Je lui pose maintenant la question que mais c'est quoi cette maladie? Elle me dit que même elle ne connaît pas. Bon, c'est vraiment là où on a pris vraiment les choses au sérieux. Marie-Madeleine, qui arpente les ruelles de son quartier, n'est pas enceinte. La veuve qui dit être seule au monde
traîne une kérie. À l'hôpital, on avait dit que j'avais une infection du foie et j'avais aussi un kyste ovarien et aussi j'avais le rhumatisme général dans tout mon corps. J'avais le rhumatisme dans tout mon corps. C'est ça qu'on m'avait dit à l'hôpital. Je ne suis pas allée au village parce que non seulement l'année que j'ai perdu mon père, c'est la même année que j'ai perdu mon mari. Donc au village, je n'ai plus personne. Mes deux sœurs qui sont là-bas, ils ont la charge qu'ils accouchent les enfants avec des hommes différents. Ma petite sœur a 5 enfants avec 3 pères. Ma grande sœur a aussi 6 enfants avec 2 pères. Donc ils se battent comme ça là. Ils ne sont pas dans les maisons des hommes. Donc ils se battent comme ça. Notre maman aussi est déjà aveugle. Donc je ne vois personne qui pouvait prendre même ce genre de charge là-bas dans ma famille. Tout le monde est démuni. La plupart de mes frères même sont déjà décédés. Ceux qui pouvaient même faire un bras droit pour ce genre de problème-ci, tous sont déjà décédés. L'extrême pauvreté qui l'anime depuis plusieurs mois, voire des années, ne lui a jamais donné la possibilité de se prendre en charge. Elle est aujourd'hui une vendeuse de charbon au rabais. Son seul espoir est accroché sur la parole de Dieu. Au quotidien, elle se console avec les psaumes. Psaume 114. Pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu pour toujours? Pourquoi t'irrites-tu contre le troupeau de ton pâturage? Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Je lis ce verset parce que c'est ça qui me réconforte beaucoup. Ça me donne le réconfort, quoi. Ça me réconforte beaucoup. Quand je lis ça, je suis tranquille dans mon cœur. Au fil des jours, Marie-Madeleine fond comme une bougie. Son ventre ne cesse de prendre du volume. On m'a demandé de faire une échographie. J'ai fait l'échographie, on m'a envoyé à la Quintini. Et arrivé à la Quintini, on m'a demandé de refaire encore une autre échographie parce que l'autre là, ils ont dit qu'ils ne sont pas sûrs de ce que l'autre là, les réponses de l'autre. Donc il fallait que je refasse encore une autre échographie de 25 000 à la Quintini. Ce que je ne pouvais pas avoir, je suis rentrée comme ça, je ne pouvais rien. C'est après que je me suis battue encore, avec un peu de force que j'avais, je me suis battue. Je suis partie dans une clinique là-bas à quoi faire un bilan général. Donc c'est à travers ce bilan général qu'on m'avait dit que j'avais l'infection du foie et le kyste ovarien et le rhumatisme dans tout le corps. Je suis déjà mal formée, avec le ventre ballonné. Les gens, il y a même d'autres gens qui disent que peut-être je suis enceinte, ceux qui ne connaissent pas que je suis malade. Ils me demandent que oh, tu es maman, tu es comme ça, tu es enceinte alors que ton mari est déjà décédé.
Je leur dis seulement que oh, vous ne voyez pas que ce n'est pas la grossesse, ça là c'est une maladie. Jean-Claude est son proche voisin. Chaque jour, il passe lui dire bonjour et prendre de ses nouvelles, car son état de santé inquiète. De jour au jour, ça lui menaçait. Bon, c'est quand elle se levait un matin, elle s'est assise là-bas devant sa porte, elle pleurait. C'est là où les gens sont sortis, ils disent mais Mado, c'est comment? Après son retour de l'enterrement de son mari, elle a continué à habiter ici, seule. Avant même que cette maladie n'arrive, elle a continué à habiter. Nous l'avons demandé même comment Mado, tu peux survivre, tu vas vraiment avoir le cœur de survivre dans cette maison-ci, seule. Elle a dit que oui, elle va sauf que supporter parce que même là-bas au village, elle n'a personne pour vivre là-bas avec eux. Donc, elle a commencé à vivre comme ça avant que cette maladie-ci est arrivée. Depuis la mort de son époux, les voisins ne cessent de lui venir en aide, du moins pour ceux qui ont de la volonté. Marie-Madeleine a besoin de votre aide. Quand je me regarde, je me dis que ceci, ce n'est pas à mon niveau. Parce que cette maladie m'a déjà dépassé. Je ne connais plus à quel sein se vouer. Je ne connais pas. Parce que comme j'étais avant, ce n'est plus comme ça que je suis aujourd'hui. Je n'ai rien ni rien, devant, derrière. Ma famille n'a rien. Même ma belle famille sur qui je comptais, personne ne se signale. Depuis qu'ils ont su que j'ai cette maladie, personne ne se signale. Donc je suis comme ça, seule, face à ceci. Non, nous disons vraiment au Tespadé de regard social que vraiment, nous prions les âmes de bonne volonté que vraiment, si vraiment, ils peuvent faire tout, vraiment ce que nous voyons à Equinox, si vraiment la réalité qui se passe à Equinox, il faut que les hommes, les âmes de bonne volonté vraiment veillent à ce que vraiment cette femme s'y trouve sa guérison. Oui, ce n'est que ce que je peux demander vraiment aux âmes. De jour au jour, ça lui menaçait. Bon, c'est quand elle se levait un matin, elle s'est assise là-bas devant sa porte, elle pleurait. C'est là où les gens sont sortis, ils disent mais Mado, c'est comment? Après son retour de l'enterrement de son mari, elle a continué à habiter ici, seule. Avant même que cette maladie n'arrive, elle a continué à habiter. Nous l'avons demandé même comment Mado, tu peux survivre, tu vas vraiment avoir le cœur de survivre dans cette maison-ci, seule. Elle a dit que oui, elle va sauf que supporter parce que même là-bas au village, elle n'a personne pour vivre là-bas avec eux. Donc, elle a commencé à vivre comme ça avant que cette maladie-ci est arrivée. Depuis la mort de son époux, les voisins ne cessent de lui venir en aide, du moins pour ceux qui ont de la volonté. Marie-Madeleine a besoin de votre aide. Quand je me regarde, je me dis que ceci, ce n'est pas à mon niveau. Parce que cette maladie m'a déjà dépassé. Je ne connais plus à quel sein se vouer. Je ne connais pas. Parce que comme j'étais avant, ce n'est plus comme ça que je suis aujourd'hui. Je n'ai rien ni rien, devant, derrière. Ma famille n'a rien. Même ma belle famille sur qui je comptais, personne ne se signale. Depuis qu'ils ont su que j'ai cette maladie. Et voilà le cas de Marie-Madeleine Ngolé qui avait cette fausse couche, comme fausse grossesse, disons-le. Pourtant, ce n'était pas le cas. Elle a été déjà prise en charge et cette prise en charge se poursuit. Et pour davantage avoir une idée précise de sa situation, Irène Témé nous a rejoint. Bonsoir Irène. Bonsoir Flavien. Et voilà donc quelques cas déjà diffusés sur ces antennes. Le cas de Marie-Madeleine Ngolé. Oui, tout à fait. C'est la suite parce que Marie-Madeleine Ngolé a été opérée et nous entamons la deuxième phase de son traitement, à savoir la chimiothérapie.
pour le cancer des ovaires dont elle souffre. Et les différentes contributions que nous avons perçues depuis la date du 29 avril après son opération sont les suivantes. Les jumeaux Nincho, 50 000 francs. Famille Kamdep à Douala, 3 000 francs. La famille Mabouka, 2 000 francs. Aruna Fega, 2 000 francs. Bienfaisant, 1 000 francs. Madame Hélène de Bonabo, 1 000 francs. Célestin Sombe, 650. Madame Wamba, 2 500. Guillaume de Marois, 2 000 francs. Françoise Massé, 3 000 francs. Evelyne Zabota de PK12, 1 000 francs. Ngoun Bopi, 5 000 francs. Papa Roi David de Biemassi de Yaoundé, 1 000 francs. Maman Menzi, 1 000 francs. Godwill Ebet, 2 000. Famille Tangwache Tanjou, 5 000 francs. Benjamin Abouem, 10 000 francs. Bienfaitrice depuis Bonabéré, 500 francs. Madame Feugum à Yaoundé Damas, 2 500. Ayala Paul, 5 000 francs. Famille Kuate, 5 000 francs. Famille Awe de Bagno, 2 500. Wambon, 1 000 francs. Aïssi, 5 000. Fauché Kuate Emile, 1 000 francs. Spora Ngaradje Ewane, 10 000 francs. Une chrétienne de Yaoundé, 2 000 francs. Jean-Calvin Doumene, 500 francs. La famille Epo Aounge à Bamenda, 2 000 francs. Bienfaiteur de Koto Village, 5 000 francs. Bienfaiteur DDJC, 500 francs. Tuinon Emma Julie, épouse Yobo, 1 000 francs. Amour du prochain, 2 000. Apollinaire Rose Chamdieu, 5 000 francs. Chokonte Mbopié, 2 500. Roméo Eco, depuis Bonabéré, 500 francs. Noubissi Félicia, 1 000 francs. Joseph Raymond Kemwe, 10 000 francs. Anna Mokoko Efange, 2 000 francs. Marie-Chantal Koubé, 1 500. June Flore Bachan, 500 francs. Martine Ladouce Maptue Kamdem, 1 000 francs. Arnaud Fouette Fomo, 1 000 francs. Catherine Gimkem Djoukan, 2 000. Chez Jacenteur, 5 000 francs. Bienfaitrice de leur pomme, 5 000 francs. Étoile et trésor, 2 000 francs. Marie Divine, 2 000 francs. Le centralien de Yaoundé 4, 5 000 francs. Jeda Kazé, 2 500. Sormene Chula, 2 000 francs. Pileur de Nkwem, 5 000 francs. Faucheux Kuate Emile, 5 000 francs. Sipche Pinchedjou, 10 000 francs. Deux enfants de Dieu, 2 000 francs. Nana Didero, 10 000 francs. Tchenjou Depassi Ecclésiaste, 1 000 francs. Jean 13, verset 35, 3 000 francs. Famille Saint-Jean à première entrée borne 10, 2 000 francs. Bienfaitrice, 2 000 francs. Ndissi, 1 000 francs. Ngemesak Emmanuel Arsène, 2 500. Michel Pekba, 5 000 francs. Ndormo Imelda de Boya, 2 000 francs. Bienfaiteur, 2 500. Ancien d'église, 1 000 francs. Jean 3, verset 16, 1 000 francs. Pouyo Loflin Nonin, épouse montée, 5 000. Chouri Priska Moulou, 2 000. Akout Henri, 40 000. Rostan Fomanou, 1 000 francs. Priscille Love Nyachou, 1 000 francs. Raoul Patrick Fakam, 500. China Akwidango, 2 000. Francine Sonia Kamdem Gedja, 1 000 francs. Elisabeth Acheya, 50 000. Dan, 35 000 francs. Pour le compte de Madame Marie-Madeleine Ngolais, nous avons un montant de 315 600 francs CFA. Il a Marie-Madeleine Ngolais qui a subi cette opération chirurgicale. Tout à fait. Et vous l'avez rappelé tout à l'heure, il est dans la phase de la deuxième, oui, le deuxième traitement, c'est la seconde chimiothérapie. Partie de chimiothérapie. son traitement. Tout à fait. Voilà. Donc il faut davantage de moyens pour cette phase également. Et merci déjà pour ceux qui contribuent et qui ont même déjà contribué pour cette deuxième phase. Mais elle n'est pas le seul cas. Elle n'est pas le seul cas de ce soir. Il y a également le cas de Jaurès Kamdem qui souffre du cancer du genou. Aussi, c'est un tout petit enfant. On peut dire un jeune adolescent, oui, âgé de 14 ans, voilà, en classe de 4e. Qui a laissé l'école en classe de 4e à cause de la maladie. Je voudrais vous inviter à regarder juste quelques images, et peut-être pendant la lecture ou après la lecture, ça dépendra. Après la lecture. Après la lecture, d'accord. Oui, nous allons débuter la suite de la lecture des contributions. Pour le cas du jeune Jaurès, une famille depuis Tam-Tam à Yaoundé, 5 000 francs. Une maman à la Cité des Palmiers, 2 000 francs. Une maman depuis Limbe, quartier Nguémé, 5 000 francs. Valentin Ewa Ehaya,
1500. Vernon Pena, 5000 francs. Véronique Christelle Médan Fotso, 2000 francs. Virginie Christiane Atangana, 1400. Virginie Nomo Abada, 1000 francs. Wafo Koupchek Henri, 2500. Wambon, 2000. Wengle Nye Situ, 10 000 francs. Winche Josiane, 5 000 francs. Yanis Ketchemen, 5 000 francs. Yim Ganadesh Akonsamba, 5 000 francs. Womeni, 2 000 francs. Yumbi Épouse Nia, 3 000 francs. Ivana, 1000 francs. Yvette Flor Duidja Fotso, 2000. Yvette Ngemu Kamsou, 2000. Yvette Zang Rosalie depuis Bepanda Bonabo, 7000 francs. Zang Kodo, 5000 francs. Sini Marlis, 2500. Florent Donat Cheken Jotso, 3000 francs. Julienne Claire Kalune Épouse Chio, 10 000 francs. Nadège Flor Sopsepieux, 1000 francs. Adonis Florent Ningaboula, 5 000 francs. Adèle José Minoué, 10 000 francs. Eugène Yengon, 3 500. Arnaud Saya Sidze, 1000 francs. Cabrel Repelon Chomeza, 1500. Françoise Chofo Kegne, épouse nous en tant que, 5 000 francs. Fabien Agoni Tanga, 2 000 francs. Et Maya Wedi Joël, 2 000 francs. Madame Wafo Mokam, 2 000 francs. Et Moda From Bonaberi, 3 000 francs. Famille Tchagé à Lopom, 5 000 francs. Tachum de Balmayo, 2 000 francs. Foposi Martial depuis Omnisport, 3 000 francs. Takam, 1000 francs. Lor, 1000 francs. Kwamu Chincho, 1000 francs. Brice, 2000. Wanko, 500. Diadem, 1500. Adim, 1000 francs. Asson Fak Séraphin, 1000 francs. Yuchu épouse Ndjocha, 2000. Ndam Balden, 3000. Nono, 1000 francs. Fatime Yalde, 1000 francs. Talompa, 2000. Anna Tegla, 2000. Moukam Tchenche, 4000. Baye, 4000. Marie de la Guinée équatoriale, 5000. Meute Raïssa, 10 000. Doju Enche, 10 000. Demanou Zebazé, 7300. Gonom Bezele, 2000. Metan, 3000. Mayewe Tankou, 500. Ndjome, 2000. Léonie Nardine, 10 000. Owo Priso, 1000 francs. Owo Priso, 1000 francs. Kwame Djoué, 500. 5 000. Ngomayo, 500. Maman Claire de Boya, 10 000. Gilbert Ndorpa Citroën, 5 000. Monsieur et Madame Kenfak Soumele, 1200. Marlise Adouala, 2500. Serge Téné, 1000 francs. Famille Fotso, 31 813 francs. Famille Tabouene Stéphane, 1500. Combo Mike, 1000 francs. Madame Bema, 50 000. La Reine de la Paix, 15 000. Bienfaiteur de Commando, 1500. Famille Boué, 2000. Marie-Thérèse, 3000. Kemmali Christine, 2000. Maman Christelle, 1000 francs. Famille Tapi Bruno de Lorpom, 2500. Madame Koum, 5000. Bienfaiteur, 5000. Mila Roger Famille Bandeng, 2000. Amadou Bilan, 2000. Kenye Didier Landry, 200. Géraldine Boumi Kamso, épouse Tagweta, 1500. Un couple à Jouvence à Yaoundé, 6000. Chame Yuta, 1000 francs. Karine, 1500. Amela Vanessa Ngoko, épouse Nana, 2000. Un anonyme, 600. Une bienfaitrice, 5000. Miliane Mamba Dassi, 2000. Germaine Biolo, 1000 francs. Elvige Lor Kenye Kouipou, 1000 francs. Donatrice depuis Carrousel à Yaoundé, 2000. Ndjouko Solange, 1000 francs. Une bienfaitrice, 2000. Alice Fernande Tchenche, épouse Wapi, 5000. Une bienfaitrice de PK14, 3000. Une bienfaitrice, 3000. Jean-Marie Ngingo, 10 000. Kapche, 5000. Madame Bibiane, 2500. Les dames et filles Babimbi, génie militaire, 25 000. Ague Rosine Malabo, 5 000 francs. Madame Messomo Bernadette Angaoundere, 1500. Atou Family in Juvens, 1500. Gimgo Jean-Marie de Yaoundé, 10 000. Et Wesh Wilfer, 5 000. Tuente Serge, 5 000. Baba Françoise, 1500. Famille Fongen à Bonabéry, 1200. Antoine, 500. Gemjo Odette Chantal, 2000. Les deux enfants de Dieu, 3000. La précieuse de l'Éternel, 31 563 francs. La Providence, 6000. Famille Ngako de Yaoundé, Cité Verte, 1000 francs. Bienfaitrice, 1000 francs. Mika Chapchep, 10 000. Madefo Talom Dorothy, 2000. Omoka, 2000. Chia Joseph, 2000.
Famille Ndembe, 5 000. Monsieur Tabé depuis Koutaba, 5 000. Famille Ouete et famille Nanfak, 2500. Maman Jeanne d'Arc, 1000 francs. Un chrétien de Bilongue, 3 000. Ngopao, épouse Chibangan, 10 000. Une bienfaitrice, 5 000. Une chrétienne, 5 000. Nosikwe Madeleine, 500. Bienfaitrice, 1000 francs. Bienfaiteur de la cité Sikh, 5 000. Un chrétien de la chapelle Sainte-Agnès de Dakar, 4 000. Julienne Matane, 2500. Gagné Joël, 1500. La famille Sandjon, premier entrée bonne 10, 2000. Une âme de bonne volonté, 1500. Un chrétien, 5000 francs. Tadudje Jean-Michel, 2000 francs. Un mouvement chérubin du Mungo de l'église évangélique du Cameroun, 27 000. La famille de Sanchou, 1000 francs. Madame Kwam, 5 000. Madame Kaya, 25 000. Une famille chrétienne de Yaoundé, 5 000. Un bienfaiteur, 7 250. Santé et sport, 1000 francs. Belale, 1000 francs. Denis Biako, 2000. Akout Henri, 40 000. Précile Love Niachou, 1000 francs. Raoul Patrick Fakam, 500. Bienfaitrice de Ndorbonne, 12 000. CFP JMK, 50 000. Âme de bonne volonté, 15 000. Fervente croyante, 10 000. Laura Karen Djebi, 1000 francs. Chanceline Djumbi Chokokam, 4 000. Ange Christelle Mafo, 2500. Madame Chakounte, 5 000. Une âme de bonne volonté, 20 000. Une infirmière en non glacé, 1600. Elisabeth Acheya, 50 000. Mami Yims, 10 000. Tazanou William, 5 000. Paul Chambelin Jomo Akene, 2 000. Une dame à Yaoundé, 2 chevaux, 1000 francs. Ryan Guillaume Obounou, 3 000. Bienfaiteur, 5 000. Yvette de Mboko, 5 000. Kemgam Getsov Franc Richemont, 1000 francs. Un chrétien Koumeka, 2000 francs. Takam Gaston, 3 000 francs. Frédéric Coigne-Tagne, 5 000. Félix Pamadim Bichou, 20 000. Thomas de Bouddha, 1500. Joseph Patrick Babaron, 2000. Esther Chana, 2000. Christina Domani, 2000. Romain Noubissi, 10 000. Huguette Ngatewate, 5 000. Florence Fongue Makongo, épouse Fopa, 2000. Croyant protestant, 5 000. Agum Chufou Sarah, 1500. Sidonie Ngesa, 3 000. Olga Nikezen de Toué de Yousse, 1000 francs. Élise Yemzo, épouse Notemi, 5 000. Mathias Mbom et Yango, 5 000. Temate Adèle Valérie, 1000 francs. Séverin Chofo KMP, 1500. Astrid Jasmine Chamou Wandi, 5 000. Berthe Chamani Fonsi, 5 000. Evelyne Ano, épouse Fidélis Funde, 5 000. Djoussa Moïse, 3 000. Alphonsine Moutoum Fouadine, 2 000. Nestor Fongang, 5 000. Satunen Menge, 1000 francs. Aurel Kenje Ngong Pissier, 5 000. Chimène Djungang, 500. Judith Larissa Azen sans MC, 1000 francs. Nameza Télizen Cardin, 1000 francs. Guy Victor Ngefak, 1000 francs. Madame Yogo Thérèse, épouse Sikati, 5 000. La famille de Bertrand au Gabon, 30 000. Dekeyosa, épouse Miafeu Elisabeth, 3 000. Mafot Sakamsi, 2 000. Chambou Chekam, épouse Chakounte, 10 000 francs. Noubissi Nardi, 3 000 francs. Je tiens à signaler que nous reviendrons à la prochaine émission sur la suite, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont contribué. Donc nous reviendrons sur la suite de la lecture pour le cas de Jaurès. Nous avons un montant de 2 96 345 francs CFA. Je reviendrai à la prochaine émission sur la suite de la lecture des contributions. Alors, il faut déjà rappeler que Jaurès va sans doute entrer dans sa phase de prise en charge. Il a déjà. Oui. J'aurais dit très avancé bientôt, avec notamment d'autres contributions qui sont toujours attendues. Et donc c'est un cas social qui est passé sur ces antennes. Oui, c'est un cas social qui est passé sur ces antennes. Merci également à vous, Flavien. Et on tient à rappeler que les numéros de téléphone qui s'affichent au bas de votre petit écran, à savoir le 690 50 50 94, ou le 675 35 25 16 sont les seuls numéros habilités à percevoir vos dons et bien vouloir préciser, je dis bien par message, pas par WhatsApp, par message, votre nom, le montant contribué et le cas social pour lequel vous avez contribué. Merci et bonne soirée à vous. Merci également et bonne soirée à vous.
et à la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu. Merci. Alors, on va dire merci à toute l'équipe qui a contribué à la réalisation de cette édition, mais déjà pour rappeler que ce soir, c'était le cas de Lewis et Van, qui est donc âgé de 6 ans. C'est ce petit garçon qui souffre énormément depuis 6 mois aujourd'hui et qui a besoin de votre aide pour être pris en charge également. Alors, on va dire merci à Dallas Chana, Théo Chunke, Cédric Shuna, Cédric Nding, et dire merci également à Ndinganyou, qui est donc dans le Honkam, également Roger Libéraux, qui est toujours avec nous, Dani Warenzode, qui est le réalisateur même de ce programme. Madame, Messieurs, je suis Flavien Dongo. Bonsoir.